Bonsoir, bonjour, enfin, salut les individus de YouTube. On reprend la lecture de la révolution de Volune, la révolution russe de Voline, et pas la révolution de Volune, n'importe quoi. Et nous écoutons évidemment Aram Khachaturian, comme la dernière fois. Et cette fois, c'est un concerto pour piano. C'est parti. Le Alectoris comprend maintenant pourquoi les soulèvements des années 1919 et 1920 eurent un caractère hautement sérieux que les résistances spontanées et insignifiantes de 1917-1918. Elienko. Le premier grand mouvement blanc, entre guillemets, blanc au sens du monarchiste à l'époque, hein, évidemment, au sens de la couleur de peau, dirigé militairement par le général Denikin, 1919, envahit rapidement toute l'Ukraine et une grande partie de la Russie centrale. À un certain moment, l'armée blanche, battant et refoulant les troupes rouges, atteignit la ville d'Orel, près de Moscou, de sorte que le gouvernement bolchéviste s'apprêta déjà à fuir. La durée et l'éventualité de triomphe de ce mouvement s'expliquent aisément par les sympathies d'une grande partie de la population, par la haine croissante du bolchevisme, bref, par les raisons que nous venons d'analyser. Le second mouvement, celui de Wrangel, 1920, trouva une ambiance encore plus favorable et fut, à un moment donné, encore plus dangereux pour les bolcheviks que celui de Denikin, toujours pour les mêmes raisons. Toutefois, les deux mouvements échouèrent. Celui de Denikin s'écroula d'un bloc. Son armée, arrivée aux portes de Moscou, entre guillemets, dut subitement et précipitamment battre en retraite vers le sud. Là, elle disparut, ensuite, dans une débâcle catastrophique. Ces quelques débris, errant un peu partout, furent peu à peu liquidés par les détachements de l'armée rouge descendus du nord sur les traces des fugitifs. Détail curieux et significatif. Pendant au moins 24 heures, le gouvernement bolchéviste à Moscou, pris lui-même de panique, ne voulait pas croire à la retraite des troupes dénikiennes, n'en saisissant pas la raison, ne pouvant pas s'expliquer le fait. Il eut l'explication exacte beaucoup plus tard. Se rendant enfin à l'évidence, il respira et dépêcha des régiments rouges à la poursuite des Blancs. Le mouvement de Denikin était brisé. Celui de Wrangel surgit un an plus tard, remporta d'abord lui aussi quelques gros succès. Sans être parvenu à atteindre Moscou, il inquiéta cependant le gouvernement peut-être plus encore que le raid de Denikin, car la population, de plus en plus dégoûtée du bolchevisme, n'avait nullement l'air de vouloir livrer une résistance sérieuse à ce nouveau mouvement anti-bolchéviste. Et d'autre part, le gouvernement ne pouvait compter beaucoup sur sa propre armée. Néanmoins, après le succès du début, le mouvement de Wrangel fut ensuite lui aussi rapidement liquidé. Quelles furent donc les raisons de ces revirements presque miraculeux, de cet échec final des campagnes qui avaient commencé avec tant de succès? Une analyse plus ou moins complète de ces mouvements demanderait des volumes. Je regrette de ne pouvoir les traiter ici autrement que grosso modo. Mais il est absolument nécessaire de leur consacrer quelques lignes. Car les vraies causes et les circonstances particulièrement significatives de ces flux et reflux sont, d'une part, peu connues et d'autre part, sciemment défigurées par les autoristes intéressés. En peu de mots, les raisons principales des faillites retentissantes du mouvement blanc furent les suivantes. D'abord, l'attitude maladroite, cynique et provocante des autorités, des chefs et des meneuses du mouvement. À peine vainqueurs, ou vainqueuses, toutes ces personnes s'installaient dans les régions conquises en véritables dictatrices, menant le plus souvent une vie de débauche, impuissant, elles aussi, à s'organiser une vie normale, bouffie d'orgueil, plein de mépris pour le peuple laborieux, et elles faisaient brutalement comprendre à ce dernier qu'elles entendaient bien restaurer l'ancien régime, avec toutes ses beautés. La terreur blanche et les représailles sauvages commençaient partout sans délai. Les anciens propriétaires fonciers et industriels, chassés ou partis lors de la Révolution, revenaient avec les armées et se hâtaient de rentrer en possession de leurs biens. Bref, le système absolutiste et féodal d'autrefois réapparaissait brutalement. Une pareille attitude provoquait vite chez les masses laborieuses une réaction psychologique inverse. Un autre facteur entrait tout de suite en vigueur. En effet, les masses craignaient le retour du tsarisme et du pomestchik, beaucoup plus que la continuation du bolchevisme. Avec ce dernier,
elle pouvait malgré tout espérer arriver à quelque amélioration, à des perfectionnements, et finalement à une vie libre et heureuse, tandis qu'il n'y avait rien à espérer d'un retour du tsarisme. La paysannerie surtout, qui à cette époque profitait au moins en principe de l'extension des terres disponibles, s'effrayait à l'idée de devoir rendre ces terres aux anciens propriétaires. Ainsi, la révolte contre les Blancs reprenait au lendemain même de leur victoire. Les masses organisaient vite une résistance acharnée, et en fin de compte, des détachements et même des armées de partisans et partisanes créées en hâte et soutenues par la population laborieuse tout entière infligeaient aux Blancs des défaites écrasantes. À cette époque, la population pouvait encore garder les armes. Plus tard, les autorités bolchevistes l'obligèrent partout de les rendre. L'armée qui matériellement contribua le plus à l'écrasement des forces de Dénikine et de Wrangel fut celle connue sous le nom d'armée makhnoviste, car elle était commandée par l'anarchiste Nestor Makhno. La note de bas de page invite à lire les mémoires de Makhno lui-même. Une édition de 2010 est disponible aux éditions Ivrea, je crois. Combattant au nom d'une société libertaire, obligée de lutter simultanément contre toutes les forces d'oppression, les blanches et les rouges, elle arrêtera notre attention un peu plus loin lorsque nous parlerons de l'autre résistance au bolchevisme, résistance de gauche. Mais, parlant de la réaction blanche, précisons ici même que la raison qui força Dénikine de lâcher Orel et de battre précipitamment en retraite, raison que le gouvernement bolchevique apprit plus tard, fut justement la défaite décisive infligée par l'armée makhnoviste aux arrière-gardes de Dénikine, près du village Peregonovka, dans les garages de la petite ville d'Ouman, gouvernement de Kiev. Me trouvant à ce moment à l'armée de Makhno, je puis témoigner que le raid fameux de son armée, raid qui suivit cette bataille, coupa en deux les forces de Dénikine, séparant ainsi leur partie avancée de leur arrière-garde, de leur base de ravitaillement et de leur dépôt de munitions. Le lecteur trouvera les détails de cet épisode dans le livre déjà cité, Histoire du mouvement makhnoviste par Piotr Archinov. Quant aux forces de Wrangel, leur défaite décisive par l'armée de Makhno me fut avouée par les bolcheviks eux-mêmes, dans des circonstances assez curieuses. Lors de l'offensive très dangereuse de Wrangel, je séjournais en prison bolcheviste, à Moscou. De même que Dénikine, Wrangel battait et refoulait l'armée rouge vers le nord. Makhno, qui à cette époque se trouvait en état d'hostilité avec les bolcheviks, décida, vu le danger commun, de leur offrir la paix et de leur prêter main forte contre les blancs. Étant en mauvaise posture, les bolcheviks acceptèrent l'offre et conclurent une entente avec Makhno. Ce dernier se jeta sur l'armée de Wrangel et le battit à la plate couture, près d'Orekhov, en Ukraine. La bataille terminée, il envoya un télégramme à Lénine, à Moscou, déclarant qu'il ne ferait plus un pas en avant si l'on ne mettait pas immédiatement en liberté son ami Tchoubanko et moi, Volin en question. Ayant encore besoin de Makhno, les bolcheviks me remirent en liberté, en m'avouant à cette occasion les hautes qualités combatives de l'armée de Makhno et sa victoire brillante sur les forces de Wrangel. Les détails de la lutte contre Wrangel sont racontés dans le livre précité. Pour terminer avec les réactions de droite, je dois démentir ici même certaines légendes inventées et sciemment répandues par des gens intéressés. La première est celle de l'intervention étrangère, laquelle, d'après la légende, était très importante lors des offensives de Dénikine et de Wrangel. C'est surtout par l'importance de cette intervention que les autoristes bolchevistes expliquent la force et les succès des mouvements blancs. Cette affirmation ne correspond pas à la réalité. Elle est très exagérée. De fait, l'intervention étrangère, lors de la révolution russe, n'a jamais été bien vigoureuse. Une certaine aide, assez modeste en argent, en munitions et en équipement, ce fut tout. Quant aux détachements de troupes envoyés en Russie, ils ont été toujours de peu d'importance et ne jouèrent dans les événements presque aucun rôle. Ceci se comprend d'ailleurs aisément. Les chefs militaires étrangers et étrangères craignaient fort la décomposition entre guillemets de leurs troupes en contact avec le peuple révolutionnaire russe. Les événements démontrèrent que ces craintes étaient assez fondées. En effet, sans parler des détachements anglais et français ou autres qui ne sont en somme jamais parvenus à se battre contre les révolutionnaires, même après les troupes d'occupation austro-allemandes, après la paix de Brest-Litovsk, assez importante et protégée par les forces du gouvernement ukrainien de Skoropadsky, furent vite décomposées et débordées par les forces révolutionnaires du pays. Cette phrase était beaucoup trop longue, c'était impossible d'avoir une bonne intonation. À ce propos, je me permets de souligner ici que le sort de l'occupation allemande confirme
pleinement la thèse défendue par les anarchistes lors de la paix de Brest-Litovsk. Qui sait quelle serait aujourd'hui la face du monde si, à cette époque, le gouvernement bolchéviste, au lieu de traiter avec les impérialistes allemands, avait laissé leurs troupes pénétrer en Russie révolutionnaire, et si les conséquences de cette pénétration avaient été les mêmes que celles qui plus tard firent disparaître tous les Dénikines, les Wrangel, les Austro-Allemands, etc. Non, Lénine et ses camarades ne furent jamais des révolutionnaires. Ils ne furent que des réformistes quelque peu brutaux, qui en vrais réformistes recoururent toujours à de vieilles méthodes bourgeoises. Et elles n'avaient aucune confiance dans la vraie révolution et ne la comprenaient même pas. En confiant à ces bourgeois étatistes et réformistes le sort de la révolution, les travailleuses russes révolutionnaires ont commis une erreur fondamentale. Là est une partie de l'explication exacte de tout ce qui s'est passé en Russie depuis octobre 1917 à nos jours, 1934, l'année de rédaction du livre. Nous avons vu quelles furent les véritables raisons de la vigueur des offensives contre-révolutionnaires en Russie. La seconde légende fort répandue est celle du rôle de l'armée rouge. D'après les historiens, entre guillemets, historiennes bolchevistes, ce fut elle qui battit les troupes contre-révolutionnaires, qui écrasa les offensives blanches et remporta toutes les victoires. Rien n'est plus faux. Dans toutes les offensives contre-révolutionnaires importantes, l'armée rouge était battue et fuyait. Ce fut le peuple en révolte, et partiellement en armes, qui battait les blancs. L'armée rouge revenait invariablement après coup, mais en nombre, pour prêter main forte aux partisans et partisanes victorieux, pour donner ensemble avec celles-ci le coup de grâce aux armées blanches déjà en déroute, et pour se faire adjurer les lauriers de la victoire. Je n'ai pas parlé de l'offensive assez importante de l'amiral Kolchak en Sibérie, offensive soutenue par l'armée tchécoslovaque. En effet, je ne connais pas assez les événements de Sibérie. D'après ce que je sais indirectement, les raisons générales des premiers succès et de l'échec final de cette offensive furent les mêmes qu'ailleurs, mais je ne puis l'affirmer avec la même force et précision, n'ayant pas été témoin immédiat de ces événements. Je sais cependant d'une façon certaine que le mouvement des partisans en armes a été aussi très important en Sibérie et que son rôle dans la défense révolutionnaire fut considérable. Je rappelle aux lectoris qu'au moment de l'offensive tchécoslovaque, donc juin-juillet 1918, afin d'éviter toute complication, l'exécution du tsar Nicolas II et de sa famille, déportés à Ekaterinbourg, fut décidée par le soviet régional et accomplie dans la nuit du 15 au 16 juillet. Indépendamment de ces réactions, indépendamment de ces réactions de droite se formèrent aussi, vers la même époque, et plus tard des mouvements allant dans le sens opposé. Mouvements révolutionnaires qui combattirent le pouvoir bolchéviste au nom de la vraie liberté et les vrais principes de la révolution sociale, bafoués, piétinés par le bolchevisme. La politique générale néfaste, l'étatisme et le centralisme outré, la trahison entre guillemets et l'impuissance flagrante des bolcheviks provoquèrent d'abord des mouvements de révolte et d'opposition dans les rangs même du gouvernement et du parti. C'est ainsi que survinrent, en été 1918, le soulèvement, d'ailleurs purement politique, des socialistes révolutionnaires de gauche et la rupture entre eux du parti bolchevisme. Ayant participé jusque-là au gouvernement, les socialistes révolutionnaires de gauche le quittent, déclarent la guerre aux bolcheviks et tombent bientôt sous les coups de la répression, en même temps que les anarchistes. C'est ainsi également que se forme plus tard, au sein même du parti bolchéviste, la soi-disant opposition ouvrière, entre guillemets, dont les premières manifestations contraignirent Lénine à publier son pamphlet connu sur la maladie infantile du gauchisme, fin de citation, et qui succombe ensuite sous les mêmes coups d'une répression farouche. C'est ainsi enfin que sur toute l'étendue du pays se dessinent de temps à autre des mouvements de gauche vite réprimés par les autorités. Petite parenthèse personnelle, opposition ouvrière, c'est une tendance du parti bolchevique dans laquelle se trouvaient Trotsky et Alexandra Kollontai, il me semble. Obligés de condenser, nous ne nous arrêterons ici qu'à deux de ces mouvements. Tous les deux importants, significatifs et tous les deux calomniés par les bolcheviks. L'un fut le soulèvement de Kronstadt en mars 1921. Les marins de Kronstadt, et là une note de bas de page qui invite à lire La tragédie de Kronstadt de Paul Avrich et La commune de Kronstadt de Ida Met et Kronstadt 1921 de Alexandre Skarda. Si vous voulez plus de détails, demandez-moi dans le chat, j'essaierai de vous trouver je vous les écrirai dans le chat.
Les marins de Kronstadt et marines de Kronstadt ont tenu leur parole révolutionnaire donnée en 1917. Devant la carence totale du gouvernement bolchéviste, révolté par sa trahison, profondément ému par la situation épouvantable du pays, sans issue tant que subsistait la politique du parti au pouvoir, soulevé d'indignation et de colère, en apprenant la répression sauvage des troupes ouvriers à Moscou et à Petrograd, elles se soulevèrent, d'ailleurs pacifiquement, en protestant contre la conduite du gouvernement et en formulant des réclamations décisives au nom du salut révolutionnaire. Naturellement, le gouvernement bolchéviste ne céda pas. Il attaqua Kronstadt avec des armes et noya le mouvement dans le sang. L'histoire future mettra à jour toutes les péripéties de cette lutte inégale et héroïque au cours de laquelle les bolcheviks se trouvèrent, cependant, à un cheveu du péril. Cette lutte fut terrible. Les révoltés défendirent finalement chaque maison, chaque pouce de terrain. Et elles succombèrent sous la force des Junkers rouges et payèrent cher leurs nobles gestes. Des centaines de cadavres, d'autres centaines de prisonniers assassinés lentement dans les geôles bolchevistes. Tel fut le bilan de la révolte. L'atrocité de la répression dépassa toute imagination. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'abord la façon écœurante dont cette révolte fut calomniée à travers le monde par le gouvernement bolchéviste. On la qualifia effrontément comme une mutinerie contre-révolutionnaire. Ce fut un mensonge de plus dans tous les systèmes mensongers des bolcheviks. Note de bas de page. Ce n'est pas par hasard que Ante Siliga intitule son témoignage fondamental sur l'URSS « 10 ans au pays du mensonge déconcertant », édition Champ Libre 1977. De même, après-guerre, Cornelius Castoriadis dit de l'URSS « 4 lettres, 4 mensonges ». Fin de note de bas de page. Un jour, l'histoire dégagera et proclamera hautement la vérité entière sur la commune de Kronstadt et sur le rôle de Trotsky, le galiffette rouge, entre guillemets. Mais je voudrais fournir ici même quelques preuves du caractère révolutionnaire du soulèvement. 1. Alors là, on a encore une liste de trucs. Il y a combien? 1. Pourquoi il met 1 alors? Ah non, j'ai jusqu'à 4. On va aller jusqu'à 4. Ok. 1. Au cours de la révolte, le comité révolutionnaire publia un journal où l'on imprimait tous les appels, déclarations, manifestes ou autres documents relatifs au mouvement. Il est regrettable que toute cette documentation ne soit pas encore recueillie et publiée en langues étrangères. Elle existe pourtant en langue russe. Les ouvriers et ouvrières européens et européennes, l'ouvriérat européen, ça va plus vite, devraient demander au gouvernement bolchéviste de le faire. Cette publication serait édifiante. Naturellement, les bolcheviks ne le feront pas, mais leur refus obstiné serait déjà un aveu concluant. Ayant sous la main quelques-uns de ces documents, je me permettrai de citer ici quelques lignes de l'un des premiers appels du comité révolutionnaire de Kronstadt en date du 2 mars 1921. À la population de la forteresse et de la ville de Kronstadt. Camarades et citoyennes, notre pays traverse une période difficile. Voici déjà 3 ans que la famine, le froid et le chaos économique nous tiennent dans un étau terrible. Le parti communiste qui gouverne le pays s'est détaché des masses et s'est révélé impuissant à sortir le pays d'un état de débâcle général. Le parti n'a tenu aucun compte des troubles qui viennent d'avoir lieu à Petrograd et à Moscou, et qui prouvent clairement qu'il a perdu la confiance des masses ouvrières. Il n'a tenu non plus aucun compte des réclamations formulées par l'ouvriérat. Il considère ces réclamations comme des résultats des menées contre-révolutionnaires. Ouais, il considère ces réclamations comme des résultats des menées contre-révolutionnaires. Il se trompe profondément. Ces troubles, ces réclamations, c'est la voix du peuple entier, de toutes les travailleuses, tout l'ouvriérat, toute la marine, toute l'armée rouge voit nettement aujourd'hui que seuls les efforts communs, seule la volonté commune des travailleuses pourront donner au pays du pain et du charbon, pourront vêtir et chausser le peuple, pourront sortir la République de l'Arpas où elle se trouve. Ensuite, l'appel recommande à tous de maintenir, c'est la fin du communiqué. Ensuite, l'appel recommande à tous de maintenir partout l'ordre révolutionnaire, d'organiser, entre guillemets, sur des bases justes, les nouvelles élections au soviet local et de prendre garde aux menaces du gouvernement. Préalablement, les délégués de toutes les organisations ouvrières, de marins, marines et de soldats et soldates, réunis en une assemblée générale,
créèrent ce comité révolutionnaire provisoire chargé de gérer les affaires de la ville et de la forteresse et de veiller sur leur sécurité. D'autre part, dans une résolution adoptée la veille par l'Assemblée générale des marins, on demandait au gouvernement, entre autres, début d'une longue citation, la liberté de la parole et de la presse pour l'ouvriérat et la paysannerie, pour les anarchistes et pour les partis socialistes de gauche, la liberté des réunions et des organisations professionnelles, ouvrières et paysannes, la mise en liberté de tous les détenus appartenant au Parti socialiste, ainsi que de tous les ouvrières, toutes les ouvrières, paysans, paysannes, soldats, soldates et marins marines emprisonnés en liaison avec des mouvements ouvrières et paysans, paysannes. Le choix d'une commission chargée de réviser les affaires de tous les détenus dans des prisons et les camps de concentration, etc. etc. 2, donc c'était quoi la liste déjà? C'est beaucoup trop long. À l'épreuve du caractère révolutionnaire du mouvement de Kronstadt, donc deuxième raison pour laquelle Kronstadt était un révolutionnaire et pas contre-révolutionnaire. Le journal qui paraissait à Kronstadt pendant le mouvement était rempli de déclarations des membres du Parti communiste, lesquels dévoilaient la faillite révolutionnaire du bolchevisme, rompaient avec le parti et se solidarisaient avec le mouvement. Ces déclarations étaient si nombreuses que finalement on dut les grouper, faute de place. 3. Les membres du comité révolutionnaire étaient de simples marins et marines, ouvriers et paysans-paysannes, de tendance de gauche. Le président du comité Petrichenko était un anarchisant. 4. J'ai encore une petite preuve personnelle, mais assez éloquente, de l'orientation révolutionnaire du mouvement de Kronstadt. Étant à ce moment en prison, j'ai su qu'une délégation du comité révolutionnaire était venue à Petrograd dans l'intention d'emmener à Kronstadt d'autres camarades d'alors, Yartchouk et moi, tous deux connus à Kronstadt. Le comité voulait que nous vinssions l'aider dans sa tâche. Il ne savait pas que tous les deux nous étions en prison. Il est évident qu'un mouvement contre-révolutionnaire ne songerait jamais à demander le concours des anarchistes. J'ai cité ici au hasard quelques faits significatifs, mais je répète que seule une publication complète de la documentation relative au mouvement pourrait faire éclater toute la tragique vérité. Il existe une excellente brochure sur le soulèvement de Kronstadt, par Alexandre Berkman, assez documentée. Je l'ai lue en anglais, je ne sais pas si elle existe en français. Et elle existe effectivement en français, elle a été rééditée en 2007. C'est La rébellion de Kronstadt, de Alexandre Berkman. Ce qui nous intéresse ensuite, ce sont les conséquences des événements cités. Lénine n'a rien compris au mouvement de Kronstadt. Il eut peur et proclama, quelques jours après les événements, sa fameuse « nouvelle politique économique », entre guillemets, la NEP, donc NEP c'est le sigle. Ce dernier octroya une certaine liberté à l'activité économique de la population. Mais le sens même de cette « liberté » entre guillemets fut complètement faussé. Au lieu d'une libre activité créatrice des masses, ce que réclamait Kronstadt, ce fut la liberté pour certains et certaines individus, et vous savez comme on adore les individus sur cette chaîne, de faire du commerce et de s'enrichir. On a souvent considéré que la NEP comme un recul. On a souvent considéré la NEP comme un recul stratégique permettant de fortifier les positions acquises, comme un genre de répit économique, analogue au répit militaire de l'époque de Brest-Litovsk. C'est possible. En tout cas, la NEP ne changea rien à l'état général des choses. Elle trompa quelques milliers de naïfs et de naïfs. Elle berça de faux espoirs certaines couches de la population. Elle fut accumuler des montagnes de bêtises à l'étranger. Les quelques années de la NEP permirent surtout à l'État d'augmenter, en attendant ses forces matérielles et militaires, de créer en silence son appareil administratif, politique, bureaucratique et néo-bourgeois, de se sentir définitivement fort pour serrer tout dans sa poigne de fer. Si l'on veut parler du recul dans ce sens, c'est exact. Bientôt après la mort de Lénine, en 1924, et l'avènement, à l'issue de quelques luttes intestines, de Staline, la NEP fut supprimée. Les NEPman, entre guillemets, arrêtés, déportés ou fusillés, et l'État définitivement armé, blindé, bureaucratisé, capitalisé, établit résolument son omnipotence. Toutes ces péripéties n'avaient plus rien de commun avec la révolution sociale et les inspirations des masses travailleuses. Le second mouvement... la musique est un peu trop forte. Je voulais dire que ça fait une bonne musique pour le travail lecture. D'accord, oui d'accord. Non, c'était juste le début qui dit c'est quoi. Donc c'est peut-être juste une faute de frappe, hein, y a pas de problème. Est-ce que tu voulais dire c'est cool ou un truc comme ça. Le second mouvement révolutionnaire anti-bolchéviste de très vaste envergure fut celui de l'Ukraine, connu sous le nom de mouvement makhnoviste. Excusez-moi, éternuement, je couperai ça au montage, j'espère.
déjà cités au cours de notre exposé. Plusieurs départements, avec une population de 7 millions de personnes environ, furent plus ou moins englobés dans ce mouvement qui dura de 1918 à 1921 et qui défendit crânement la révolution sociale contre tous ses ennemis, contre tous ses faussaires et fossoyeuses, y compris les bolcheviks. Il m'est absolument impossible de faire ici une étude même sommaire de cette épopée vraiment exceptionnelle dans les annales révolutionnaires. Une pareille étude sommaire ne donnerait rien, une analyse complète demanderait au moins un volume. Je ne puis que renvoyer une fois de plus le lectoris si intéressant au livre de Piotr Archinov, Histoire du mouvement marknoviste. S'il ne l'a pas encore lu, il y trouvera un excellent exposé du mouvement suffisamment complet. Si au contraire il l'a lu, il a une idée exacte des événements. Ayant pris part personnellement pendant quelques mois à ce mouvement, je tiens à formuler ici certaines appréciations et conclusions que j'en ai tirées et que je considère comme importantes pour toutes lectrices cherchant à se faire une idée autant que possible juste et nette des différentes phases et des divers aspects de la révolution russe, et je m'y bornerai. Le mouvement marknoviste fut un élan révolutionnaire sublime de vaste envergure laborieuse, ouvrière et paysanne, lesquels, sous l'influence d'une part des événements ukrainiens très particuliers et d'autre part de l'idéologie anarchiste propagée dans le pays par des camarades actifs, surtout par celle de la confédération de Nabat, et représentés par plusieurs guides du mouvement lui-même, dont Nestor Makhno fut le plus influent, menèrent une lutte désintéressée, héroïque et inégale pour la vraie révolution sociale intégrale, anti-étatiste et anti-autoritaire, contre toutes les forces qui lui étaient opposées, donc aussi contre les bolcheviks, jusqu'à l'épuisement complet. Les constatations les plus importantes qu'on peut tirer de cette épopée extraordinaire sont les suivantes. 1. L'idée anarchiste n'est ni une utopie ou une fantaisie, ni un idéal trop lointain, inaccessible aux masses actuelles, réalisable à peine dans des centaines d'années. Quand les circonstances favorables sont là, quand les masses laborieuses ont la possibilité de faire elles-mêmes leur révolution, et quand leur activité libre et consentie et consciente est éclairée, secourue, librement guidée par l'idée anarchiste, cette dernière leur devient vite familière et chère. Et c'est la fin du concerto. Ok. On mettra un autre type de musique après là. Elles saisirent facilement et rapidement sa profonde vérité ainsi que son essence concrète. Et alors l'idée s'incarne en un beau mouvement réel, animé d'un élan sublime, capable de toutes les réalisations les plus audacieuses. Ainsi, sous certaines conditions données, les aspirations anarchistes deviennent normalement, naturellement, activités concrètes des masses laborieuses. Deuxième constatation, parmi les plus importantes sur l'épopée marknoviste, lorsque les masses accomplissent elles-mêmes leur révolution, elles sont parfaitement capables de résoudre tous ces problèmes, de surmonter toutes ces difficultés et de la mener à bon port. Ni les difficultés sans nombre, entre guillemets, ni les obstacles les plus ardus, ni même l'entourage capitaliste avec ses blocus et ses menaces, ne sont pas bien redoutables pour elles. Il n'y a alors qu'une seule force qui peut les écraser, c'est la force brutale des armes. Mais cette force ne prouve rien. Et puis les masses en vraie révolution vendent cher leur liberté. Et enfin, face à une vraie révolution, la force armée est une épée à deux tranchants. 3. Pour faire leur vraie révolution, les masses n'ont aucun besoin de partis politiques, d'élites gouvernantes ou dirigeantes, etc. Par rapport à toutes celles qui possèdent de l'instruction, des connaissances techniques, économiques, sociales ou autres, de la culture intellectuelle, des aptitudes spéciales, etc., les masses laborieuses n'ont besoin que de leur aide, libre, bénévole, désintéressée. Ce ne sont pas les élites, entre guillemets, mais les millions de personnes qui, avec leurs intelligences, leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs activités variées, fécondes et combinées, sont seules à même de mener à bien la révolution sociale. Les élites n'ont qu'à les aider, et non pas à les gouverner. 4. Faisant leur vraie révolution, les masses laborieuses se débarrassent sans aucune difficulté et sans aucune contrainte de tous les préjugés, nationaux, religieux ou autres. Ce n'est pas la contrainte gouvernementale qui tue ces préjugés, mais le libre élan et le succès de la vraie révolution faite par les masses elles-mêmes. De même que le bolchevisme a pleinement confirmé le côté critique négatif de la doctrine anarchiste, l'épopée marknoviste confirma ses côtés positifs et constructifs.
On a souvent reproché au gouvernement makhnoviste au mouvement makhnoviste, sa spontanéité exagérée, le manque de cohérence et surtout l'absence dans son sein d'une organisation ouvrière syndicale. Il n'y a pas de doute que si le mouvement avait eu le temps et la possibilité matérielle de s'appuyer sur une vaste organisation syndicale révolutionnaire, il aurait gagné beaucoup en ampleur, en profondeur et en vigueur. J'ai déjà dit plus haut que l'absence d'organismes ouvriers expérimentés fut, à mon avis, l'une des raisons de la non-réussite de l'idée anarchiste dans la révolution russe. L'existence très agitée du mouvement makhnoviste, les déplacements perpétuels de ses forces vitales, et enfin sa courte durée, l'empêchèrent de s'occuper de près du problème syndical. D'ailleurs, le mouvement avait incontestablement et naturellement ses côtés faibles. Mais, en comparaison, avec sa base saine et solide, ses défauts n'avaient pas une importance capitale. Et c'est pourquoi nous ne nous y arrêtons pas ici. L'analyse de ces défauts, très instructive sans aucun doute, devrait avoir sa place dans un ouvrage spécial. Aux lecteuristes qui voudraient faire une connaissance plus approfondie du mouvement makhnoviste, nous pouvons recommander encore les mémoires de Nestor Makhno lui-même, qu'il a récemment commencé. 1 ou 2 volumes ont paru en français. Peut-on considérer la révolution russe de 1917 comme terminée en tant que révolution? Autrement dit, sa période constructive a-t-elle effectivement commencé, et son avenir peut-il être conçu comme une évolution logique et positive des fondements jetés aujourd'hui? Les phrases sont toujours trop longues, c'est insupportable. À cette question, je réponds par un non catégorique. Tout ce qui précède explique déjà cette réponse, mais je voudrais insister ici sur 2 points d'une importance primordiale. 1. On ne peut pas concevoir la révolution russe, je parle toujours de la révolution de 17, comme un événement isolé nationalement ou historiquement. Il est certain qu'elle fait partie d'un immense processus social d'envergure mondiale qui vient de commencer, et dont elle est, pour ainsi dire, l'introduction. Elle est donc étroitement liée aux événements mondiaux. Elle exerce sur eux une certaine influence. Je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Strapontintintin, bienvenue, cher individu. On est en train de lire un texte critique de la révolution de 1917 par un anarchiste de l'époque. Voilà, on a presque fini, il reste une dizaine de pages. Ouais, un petit peu plus de 10 pages. A son tour, son avenir dépend beaucoup de ce qui se passera dans d'autres pays. Or, depuis quelque temps déjà, j'ai la conviction ferme que le monde actuel est entré dans l'époque de la grande et vraie révolution sociale, et qu'il se trouve aujourd'hui au début de la période destructive de cet immense processus. Au cours de cette période, toute la société actuelle, avec tout ce qu'elle porte en elle, économie, politique, régime social, culture moderne, mœurs, préjugés, etc., doit être détruite de fond en comble, sans quoi la construction de la société nouvelle serait impossible. Ah, tu lurkais depuis tout à l'heure et t'écoutais. Ah bah cool, bah super. Bah bienvenue quand même, hein. Bienvenue en tant que follow. Sache que les rediffusions sont disponibles sur la chaîne YouTube, accessible depuis la bio de la chaîne Twitch. Ou depuis mon Twitter. Je crois. Pas sûr, je sais pas. Une des premières choses à détruire est le principe, plutôt le préjugé, politique, autoritaire, étatiste. Pour que ces principes soient détruits, la révolution sociale est historiquement obligée de passer par l'expérience concrète, c'est-à-dire par la tentative de vaincre, d'arriver à la construction nouvelle au moyen d'un État, d'un parti politique, d'une autorité, d'une dictature. Sans cette expérience négative, l'humanité ne comprendra pas le vrai chemin. Le bolchevisme, étape de la révolution russe et de la révolution mondiale, représente cette expérience négative. La musique est trop forte, non? Je vais la baisser un peu. Bah non, là, si je baisse encore, c'est juste inaudible. Le moyen étatiste et autoritaire l'a acculé à une impasse dont il ne peut plus sortir. Si une expérience pareille s'était produite en pleine évolution florissante du capitalisme mondial, elle aurait abouti certainement à la restauration du régime bourgeois, à une contre-révolution victorieuse. Je découvre le bouquin, stylé. Mais, et c'est là une des preuves de l'agonie du capitalisme et du caractère social révolutionnaire de notre époque, le capitalisme en déclin est impuissant à produire en Russie la marche en arrière. Alors la Russie attend.
Maintenue par la force des armes, dans sa terrible impasse, impuissante à faire le moindre mouvement, soit en arrière, soit en avant, elle attend. D'une part, que les événements mondiaux fassent un grand bond et par répercussion la débloquent, et d'autre part, que le monde, en faisant ce bond, prenne bonne note de l'erreur fondamentale de la révolution russe, de son expérience négative. En attendant, cette révolution, à son stade bolcheviste actuel, ne peut pas créer, ne peut pas construire. Pour commencer à construire, elle doit être débloquée. Elle doit ensuite détruire le régime actuel comme un nouvel obstacle, de même qu'elle a détruit les régimes précédents. Donc elle doit continuer en tant que révolution. Telle est une des raisons de mon non catégorique. De réserve importante. Il va de soi que les événements mondiaux pouvant traîner en longueur ou se développer pour assez longtemps, dans un sens ne touchant pas la révolution russe, celle-ci pourrait arriver à briser elle-même son obstacle. Et il va de soi également que dans n'importe quel cas, le déblocage pourrait produire momentanément une réaction en arrière en Russie. Vu le sens général de l'époque, ceci ne changerait en rien ni mes appréciations générales, ni la révolution définitive des événements. Une telle réaction ne serait qu'un épisode passager de la révolution destructive de l'immense processus social révolutionnaire, au même titre que le fascisme, l'hitlérisme, etc. 2. Donc du coup, 2, c'était quoi 2 ? Pourquoi, selon lui, la révolution russe ne peut pas construire de révolution positive actuellement. 2. Donc, quels sont les fondements sur lesquels le bolchevisme prétend pouvoir dorénavant construire? Il y en a 2. La fameuse industrialisation, entre guillemets, du pays et la soi-disant collectivisation, entre guillemets, de l'agriculture. La tâche entière devra être accomplie par des étapes régulières de 5 ans, chaque étape étant fixée d'avance par un plan spécial dit quinquennal. L'ensemble de ces plans quinquennaux est l'expression même de la prétendue économie dirigée. Il serait important d'analyser tout cet édifice dictatorial en détail, dans un ouvrage spécial, afin de démontrer nettement sa non-valeur. Ici, je ne puis que souligner l'appréciation donnée plus haut. L'industrialisation d'un pays ne peut être productive que si elle provient d'une croissance générale naturelle, si elle se trouve en harmonie avec l'ensemble de la vie économique, et si par conséquent ses effets et ses résultats peuvent être utilement assimilés, digérés par la population. Dans le cas contraire, elle aboutit à des érections peut-être impressionnantes, mais mortes, inutiles et inutilisables, semblables aux grandes pyramides d'Égypte des pharaons. On peut ériger tout ce qu'on veut et pharaons, pardon, parce qu'il n'y avait pas que des hommes. On peut ériger tout ce qu'on veut lorsqu'on dispose de certains moyens et surtout d'une main-d'œuvre asservie, maillable à volonté et payable par l'État patron comme bon lui semble. Le problème ne consiste cependant pas à avoir des érections mécaniques ou autres, mais à pouvoir en tirer profit. Et je vous vois arriver là. Des érections au sens de ériger quelque chose, hein, évidemment. Au sens de ce que vous allez dire parce que lol, MDR. Or, j'affirme catégoriquement, m'appuyant sur des données précises et incontestables, que l'industrialisation bolchéviste en Russie aboutit précisément, dans l'écrasante majorité des cas, à toutes sortes de mécanismes, d'installations et de constructions mortes, inutiles et inutilisables. J'affirme que les 80% de toutes ces érections restent sans vie, ne fonctionnent pas du tout, ou fonctionnent très mal. Je vous interdis de rigoler. Je vous interdis de rigoler. J'affirme que les milliers de machines importées de l'étranger sont pour la plupart rapidement mises hors de service, abandonnées, perdues. J'affirme que la main-d'œuvre actuelle en Russie ne sait pas les manier, les utiliser, et qu'enfin la population n'en tire aucun profit. L'industrialisation en Russie, en URSS, pardon, n'est pas une prouesse, n'est pas une réalisation de l'État socialiste. Elle est une entreprise de l'État patron, obligé, après la faillite des méthodes du communisme de guerre et ensuite de la NEP, de jouer sa dernière carte, bercer ses propres sujets et aussi les gogos à l'étranger par la grandeur illusoire de ses projets, dans l'espoir de pouvoir ainsi se maintenir jusqu'au temps meilleur. Entre guillemets, temps meilleur. L'industrialisation de l'URSS n'est qu'un bluff, rien de plus. Bien que tu parles de sextoy. J'ai pas esquissé un sourire, promis juré. Bien que tu parles de sextoy. Dans une autre émission peut-être, mais non, ce serait hors de propos là. La collectivisation, entre guillemets,
Point d'interrogation. Pour que la lectrice puisse saisir son vrai sens, disons en quelques mots quelle a été exactement la politique paysanne, entre guillemets, de la dictature bolchéviste. Depuis les débuts jusqu'à nos jours. Je vais rapprocher le micro. Hop. Non mais t'as pas à être désolé, c'est pas grave. Tu fais de l'humour, c'est pas grave. Attends, il y a une commande son pour ça. C'est point d'exclamation LOL. Voilà. Comme le lecteur sait, la paysannerie commença à s'emparer des biens fonciers, en chassant les propriétaires, déjà avant la révolution d'octobre. Le gouvernement bolchéviste n'eut qu'à sanctionner cet état de choses. Au début, il ne toucha pas à la paysannerie, et c'est pour cette raison encore que celle-ci le soutint, lui laissant ainsi le pouvoir nécessaire à consolider son état et son pouvoir. À cette époque, on disait même, surtout à l'étranger, que la paysannerie gagnerait le plus à la révolution et que les bolcheviks seraient obligés de s'appuyer plus tard sur elle. Cependant, au fur et à mesure que l'État s'affermissait et que d'autre part les villes, leurs provisions épuisées, tournaient leur regard vers la campagne, Lénine resserrait de plus en plus le cercle autour de la paysannerie. Par une série de décrets, il somma cette dernière de remettre la plus grosse partie de leur récolte à l'État. Ce fut la période des réquisitions, d'impôts en nature, d'expéditions armées et du communisme de guerre, entre guillemets encore. Bientôt, cette entre guillemets, politique aboutit à de troubles sérieux. Apeuré, Lénine recula et proclama la NEP, qui permettait à la paysannerie de vendre ses produits au lieu de les voir enlevés. Mais, la NEP n'ayant tout de même pas servi à grand chose, Staline dut choisir entre deux solutions. Soit élargir la NEP, c'est-à-dire marcher vers la restauration économique et politique du capitalisme privé, soit la supprimer et reprendre l'offensive de l'État contre la paysannerie. Après avoir tout pesé, sûr de la force et de la sécurité définitive du nouvel État capitaliste, Staline reprit cette dernière décision. Il entreprit l'étatisation définitive de l'agriculture appelée sa collectivisation. Les sovkhozs, c'est-à-dire économiques soviétiques, en russe, exploités directement par l'État, et les kolkhozs, donc économie collective, exploitées en commun par les paysans, par la paysannerie, devinrent tous des entreprises directes de l'État. L'État se mit à écraser, à anéantir la paysannerie, restée propriétaire, même moyen ou petit. Par la force de la terreur et des armes, il rentra en possession effective et complète de tout le sol et transforma la paysannerie non seulement en son fermier, mais en sa fermière, parce que c'est la paysannerie, mais en sa serve. Ensuite, il groupa ses serfs en collectivités et les obligea à travailler pour lui. La majorité écrasante de la population paysanne se trouve aujourd'hui dans cet état de servage. Et naturellement, une lutte à outrance, encore sourde, mais déjà effective de la paysannerie contre leur nouveau maître est entamée. Il est certain que les bolcheviks maintiendront leur politique paysanne, entre guillemets, actuelle de plus en plus difficilement. Depuis quelque temps, elles ont déjà de nouveau obligé de recourir largement à la force militaire pour forcer la paysannerie à se soumettre, à ne pas saboter, entre guillemets, à travailler, à ne pas cacher le blé, etc. Eh bien, nous affirmons qu'une telle collectivisation n'est nullement la vraie solution sociale du problème agraire. Nous affirmons que la paysannerie ne sera gagnée à la cause de la révolution sociale que par des moyens n'ayant rien de commun avec ce retour au servage moyenâgeux. Retour qui remplace seulement le maître féodal par le maître État. La collectivisation bolchevique est loin d'être une réalisation socialiste. Réalisation entre guillemets et collectivisation aussi. Elle est un système de violence inutile, un mécanisme sans âme, sans progrès, sans avenir. Peut-on, entre guillemets, construire quoi que ce soit sur de telles bases? Certainement non. Et les résultats du premier plan quinquennal le prouvent. En effet, excusez-moi, j'ai dit plan quinquennal sans faire exprès, c'est plan quinquennal évidemment. C'est pas le plan des kékés, des kékés qui vont sortir en Tong et en Mercedes à Moscou. Bref, pardon, j'essaie de faire de l'humour, mais c'est pathétique. Voilà. Voilà. En effet, me basant sur des données nettes, sur des faits et sur des chiffres précis, j'affirme que ce plan a fait une faillite lamentable, complète,
et qu'aujourd'hui le gouvernement bolchevique se trouve devant la situation la plus tragique qu'il eût jamais affrontée. L'industrialisation n'a abouti à aucun résultat appréciable. La collectivisation n'a mené qu'un accroissement de la misère et le retour d'une famine dont l'étendue et la gravité dépassent de beaucoup celle de 1924 à 1925. D'autres cacahuètes. Le pays se débat dans une agonie épouvantable. Le pouvoir bolchéviste ne se maintient qu'à l'aide d'une terreur policière. Le pays se débat dans une agonie épouvantable. Le pouvoir bolchéviste ne se maintient qu'à l'aide d'une terreur policière, d'une tromperie, d'une démagogie inouïe et d'une violence armée sans précédent. La dictature est acculée à un état de siège, entourée par une population épuisée, écrasée, désarmée, impuissante, mais hostile, prête à se soulever, à se révolter, à bandir sur ses oppresseuses à la moindre possibilité matérielle. Dans ces conditions, parler d'une révolution terminée, d'une période constructive commencée et d'une évolution positive des fondements acquis, ce serait ne rien comprendre, ou plutôt ne rien vouloir comprendre, dans ce qui se passe en Russie actuelle. Conclusion. Ayant déjà tiré de nombreuses conclusions au cours même de mon exposé, je me bornerai ici à les compléter par quelques dernières réflexions qui me paraissent indispensables. 1. Toutes celles qui se demandent comment un pareil régime peut encore tenir ne doivent pas oublier que, outre les raisons que j'ai déjà exposées, il existe une très importante que voici. Le parti bolchéviste compte aujourd'hui environ 1 million de membres et de sympathisantes qui forment dans le pays une couche, on pourrait même dire une classe privilégiée. L'écrasante majorité de ces personnes sont jeunes, ignorantes, donc faciles à manier, ça c'est de l'agisme Pépé Vovo là, brutal, ce sont des personnes fières, avides et jalouses de leur situation privilégiée, pleines de mépris pour les masses subjuguées et exploitées. Bref, ce sont de véritables parvenus et profiteuses du capitalisme étatiste. S'appuyant sur toute la force réunie de l'appareil politique, économique, militaire, policier, technique, scientifique et moral, entre guillemets, donc presse, etc., qui se trouve entièrement entre leurs mains, profitant de l'épuisement et de l'état désorganisé des masses laborieuses, ces nouveaux maîtres pourront se maintenir au pouvoir assez longtemps, à moins de quelques chocs brusques dont notre époque est si riche, jusqu'au jour où, d'une part, la force, entre guillemets, de l'appareil, entre guillemets, tombera trop bas, et d'autre part, la puissance des masses remontera. On raconte qu'au début du bolchevisme, Trotsky aurait répondu à quelqu'un qui exprimait des doutes sur la longévité du régime. 300 000 nobles ont maintenu ce peuple en obéissance pendant 3 siècles. Pourquoi donc 300 000 bolcheviks pourraient-ils faire autant ? Voilà, j'ai essayé de faire la voix de Tournesol parce que je trouve qu'il lui ressemble un petit peu, mais c'était nul. Ce petit colloque n'est peut-être qu'une légende, mais cette légende exprime quelque chose de très concret. D'ailleurs, Mussolini et tout dernièrement Hitler l'ont suffisamment prouvé. Les grèves, là la comparaison douteuse, attention, hein, je n'approuve pas. Les grèves et les révoltes sont assez fréquentes en URSS, elles sont impitoyablement réprimées, et le gouvernement n'en souffle pas mot. 2. Celles qui excusent et même justifient le bolchevisme en raison des difficultés qui lui a surmontées et surtout en raison de l'entourage capitaliste, entre guillemets, ne doivent pas oublier que A. Justement en Russie, vu son étendue, ses richesses immenses, la faiblesse de sa bourgeoisie, etc., une vraie révolution complète, belle, facilement triomphante et humanitaire était possible malgré l'entourage capitaliste qui à notre époque n'y pourrait rien. Et B. Que la carence de la révolution russe devant cet entourage capitaliste est imputable au bolchevisme lui-même. 3. Le bolchevisme n'est qu'un égarement, une erreur, une étape négative donc à surmonter dans la révolution russe et aussi dans le développement de la révolution mondiale. Il a sa place historique dans la période destructive et négative, et non pas créatrice et positive de cette dernière. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le préciser, il y a quelques années, Chose vécue, dans la revue anarchiste des années 1922-1924, Chose vécue c'est le nom de l'article. Un point important de cette période est la destruction totale de tout ce qui forme, dans la lutte décisive entre le vieux et le nouveau monde, le milieu modéré, vacillant, mou et vague, destruction du socialisme modéré. Un autre point important est la destruction du principe politique, étatiste
dictatoriale dans la révolution sociale, destruction du bolchevisme après son expérience négative vécue. La révolution sociale ne pourra trouver son vrai chemin qu'après avoir fait table rase aussi bien du socialisme que du bolchevisme, après avoir renoncé à l'un comme à l'autre. C'est en partie le fascisme qui historiquement s'en charge et prépare le terrain, non pas au bolchevisme comme d'aucuns le pensent, mais en fin de compte à la vraie révolution sociale, car le fascisme contribuera puissamment à la destruction définitive du principe étatiste et dictatorial, en dépit de ses aspirations opposées. Hein? Quoi? Car le fascisme contribuera puissamment à la destruction définitive du principe étatiste. Bah non, au contraire, c'est le renforcement de l'État, qu'est-ce qu'il dit comme connerie? Après, c'était 1934, il n'y avait pas autant de travaux sur le fascisme, donc... Bref, et si le bolchevisme, c'est-à-dire le communisme autoritaire, le remplace, plutôt le capitalisme d'État que du communisme d'ailleurs, mais bon, le remplace, ce qui est possible, l'avènement de ce dernier ne sera pas non plus décisif ni même durable. Ce sera tout simplement une expérience négative de plus. 4. Nous pouvons rassembler et résumer ici en 2 mots quelques déductions de détails parsemés le long de cet exposé. A. Ce n'est ni une élite entre guillemets, ni un parti politique, ce ne sont pas Lénine ou Trotsky qui ont fait la révolution, interprétation de tous les autoritaires, bourgeois, socialistes et communistes entre guillemets, qui psychologiquement ne peuvent pas concevoir les choses d'une autre façon, mais les vastes masses armées du peuple laborieux des villes et de la campagne. Donc ce n'est ni Lénine et Trotsky, ni un parti, ni une élite qui ont fait la révolution, mais les vastes masses armées du peuple laborieux des villes et de la campagne. Le parti bolchevique sut en profiter pour monter au pouvoir. B. Après avoir commencé la révolution, les masses ont commis l'erreur fondamentale de confier leur destinée à un parti politique, à un gouvernement, à une dictature. Cette dictature a temporairement faussé la révolution russe et mondiale. Peut-être la fin de l'État en mode le corps des fonctionnaires qui sert la nation, mais une milice administrative fasciste. Pour le fascisme qui détruit l'État. Je sais pas. Dans tous les cas, je trouve que c'est faux. Parce que le fascisme, c'est... il y a évidemment du para-étatique, donc comme tu le dis, des milices. Mais il y a énormément d'États, en fait. Justement, l'État est là pour... est toujours un outil pour soutenir le système en place. Ce ne sont pas les élites, entre guillemets, les Führers, entre guillemets, en sens de guide, évidemment, les partis, les dictatrices qui seront menées et mèneront à la révolution sociale à bon port, mais les millions de personnes, les masses, entre guillemets, océaniques, acculées à le faire, et à savoir la faire, par la marche historique des choses. La légende de l'élite, entre guillemets, devra être et sera détruite au cours de cette révolution. D. Les masses sont acculées à la révolution par la destruction et l'expérience historique. Les masses sont acculées à la révolution par la destruction et l'expérience historique. La destruction et l'expérience sont aussi les premiers éducatrices des masses. 2 conditions doivent s'y ajouter pour que la révolution puisse prendre le bon chemin et passer à la vraie construction. L'existence d'un mouvement ouvrier révolutionnaire indépendant des partis politiques et une intense propagande libertaire. L'absence totale de celui-là et l'insuffisance de celle-ci furent les raisons principales de la non-réussite de l'idée anarchiste et de la victoire entre guillemets du bolchevisme dans la révolution russe. E. Le véritable rôle des élites est d'aider, entre guillemets élites, est d'aider les masses, de les éclairer, de les enseigner, d'agir dans leur sein, de leur donner l'exemple, mais non pas de les gouverner. F. La dictature est toujours la violence publique d'une personne, violence soutenue par une couche privilégiée et fatalement dirigée par les masses subjuguées et exploitées. G. Au cours de la vraie révolution, les masses savent se débarrasser facilement et sans contrainte de tous les préjugés inhérents à la société actuelle. Point 5 maintenant. La dernière conclusion qui se dégage des faits étudiés, la plus importante, la plus féconde et encourageante est celle-ci. Pour beaucoup de gens, le vrai sens de notre époque est la lutte décisive, la lutte finale, entre guillemets, entre le capitalisme, acculé à son dernier rempart, le fascisme, et le bolchevisme, qui pour ces gens représente la vraie révolution et l'émancipation. C'est une erreur. Le sens historique profond de notre temps sera d'avoir posé et résolu d'une façon concrète cette question fondamentale. Peut-on vaincre le capitalisme, accomplir la révolution sociale
et supprimer l'exploitation des masses à l'aide d'un groupe de personnes ou d'une personne qui mènera ces millions d'êtres humains au moyen de la violence politique. Ou, au contraire, sont-ce ces millions de personnes elles-mêmes qui, par leurs actions libres et librement coordonnées, pourront seules atteindre le but? Qui fera la révolution sociale? Une élite? Une dictatrice bolchéviste qui tirera, entre guillemets, par les cheveux les masses forcées de lui obéir? Ou bien les masses libres, conscientes de leurs tâches et agissant à l'aide de leurs organisations librement créées? Le vrai sens de notre époque n'est pas la lutte entre le capitalisme d'une part et le bolchevisme d'autre part, mais la lutte entre le capitalisme sous toutes ses formes, le socialisme entre guillemets, autoritaire ou bolchevisme entre guillemets, en est une, et le socialisme libre anti-autoritaire. Le véritable problème de notre époque, ce n'est pas celui d'un choix entre la dictature blanche et la dictature rouge, mais celui d'un choix entre la dictature et la liberté, comme levier de la révolution sociale. Et le véritable sens de la révolution russe est d'avoir posé concrètement, définitivement, et dans toute sa grandeur, ce problème fondamental qui, ainsi, sera résolu pour les masses d'une façon expérimentale. Je ne doute pas un instant qu'il sera résolu par les événements qui vont suivre, dans le sens de la liberté. Mon pauvre. La destruction continuelle, fatale, catastrophique, acculera les masses à la révolution sociale. L'expérience durable présente de la révolution russe leur permettra d'éviter, en temps opportun, l'erreur bolchéviste. Elles ne voudront plus édifier un nouvel État, une nouvelle autorité, un nouveau gouvernement sur les ruines de l'État capitaliste détruit. Alors commencera la période vraiment constructive de la révolution sociale, dans l'ambiance d'une liberté d'action des masses laborieuses librement organisées et soutenues dans cette action par les vastes masses tout entières et par les individus. Et c'est alors que sera hautement mondialement, concrètement et triomphalement confirmée et reconnue l'idée anarchiste. Entre parenthèses, lire sur la révolution sociale l'ouvrage connu de Paul Besnard, Les syndicats ouvriers et la révolution sociale. Fin de parenthèse. Tout en se rattachant à l'étude de la révolution russe, d'ailleurs inséparable de la révolution sociale mondiale, ces conclusions complètent dans une certaine mesure, en l'illustrant et en la concrétisant, l'intéressant aperçu général de la révolution sociale par Sébastien Faure. Note de bas de page. Voline renvoie ici à la contribution de Sébastien Faure. Ça mélange entre la Castafiore et Sébastien Faure. À la contribution de Sébastien Faure dans La véritable révolution sociale. La révolution sociale, ce qu'elle est, ce qu'elle sera, où il souligne l'erreur des révolutions passées, entre guillemets, à savoir, je cite, d'avoir limité leurs efforts à un objectif partiel, au lieu d'aller vers une révolution abolissant aussi bien le capitalisme que l'État, sans l'intermédiaire des partis politiques. Fin de note, fin de paragraphe, fin de chapitre et fin de livre. Et fin de live aussi, fin de série de live et de rediff YouTube. Salut à tous ces individus, j'espère que ça vous a plu, ciao!